Bonjour à toutes et à tous. Je vois que vous êtes nombreux à être déjà inscrits, à être déjà là à nous écouter. On est déjà 85, 86, ça monte, ça monte. On va attendre quelques instants pour justement attendre les gens qui sont peut-être sur la route encore ou qui sont en train de finir leur petit déjeuner de nous rejoindre. Donc voilà, n'hésitez pas par le chat à nous faire un petit coucou. Bonjour à vous tous. Voilà, vous êtes en direct de la matinale du Forum des leaders éclairés avec Catherine Touvray. Et on va parler elle va témoigner, on va échanger vers une responsabilité sociale du dirigeant. Ah ben voilà, les langues se délient, je vois. Waouh, bonjour Baptiste, plein de monde. Bonjour Frédéric, bonjour Sophie. Vous êtes inscrits de la France entière. Bonjour Pascal. Je reconnais les Lyonnais aussi. J'imagine quelques Parisiens. Pas beaucoup. Aussi, pas beaucoup. Bonjour Muriel. Bonjour de gens, mais de toute la France. Ah oui, je reconnais des gens de toute la France. Donc, effectivement, on est 105. J'en profite pour remercier vraiment nos partenaires, donc le groupe ADECO, les experts comptables de la région Rhône-Alpes, la Chambre des notaires du Rhône, Harmonie Mutuelle, bien sûr, et puis le magazine Décideurs, qui, au travers de leurs dons, nous permettent effectivement de pouvoir mettre en œuvre cet événement, le Forum des leaders éclairés, donc qui, comme je l'ai décidé, pour être aligné par rapport aux valeurs qu'on défend, eh bien, ces dons seront, tous les bénéfices de ce forum sera reversés à des associations, à 3 associations pour l'inclusion des personnes dans le travail, une pour l'inclusion des personnes dans le travail, une autre pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, et une 3e pour l'inclusion des personnes en situation de vulnérabilité. Voilà, je remercie aussi vraiment de tout cœur tous les relais et les partenaires institutionnels et les partenaires presse qui relaient ces matinales et qui nous permettent justement d'être présents et de partager ce moment avec vous. Donc, merci à vous tous. Merci d'utiliser tous vos réseaux et tous les moyens que vous faites. Je sais que vous vous êtes beaucoup mobilisés pour que ces événements prennent de plus en plus d'ampleur et de rayonnement. Donc, merci à vous tous. On est 119, ça arrive encore. Bonjour. Bonjour Pascal. Bonjour Frédéric. Plein de monde. Alors, comme on est en train, 123 personnes. Catherine, je vous propose qu'on démarre et que avec plaisir. On puisse. Alors, hop. Alors, bonjour à toutes. On est 130 personnes. C'est vraiment extraordinaire ce matin. Je suis ravie de vous retrouver dans la Fabrique des leaders éclairés et dans cette 3e matinale du Forum des leaders éclairés. Donc, merci à tous pour ceux qui nous suivent depuis le début. Merci également pour ceux qui nous rejoignent. Donc, voilà, cet événement est dédié et consacré au leadership nouvelle génération. Je suis Muriel Montagnier et donc je dirige depuis 10 ans le cabinet de conseil en organisation et management que j'ai fondé il y a 10 ans qui s'appelle HMR Consulting. Et nous sommes au cœur des transformations individuelles et collectives des entreprises à fort enjeu humain. Donc, j'ai fondé la Fabrique des leaders éclairés. C'est cette fabrique qui organise effectivement aujourd'hui le Forum des leaders éclairés pour répondre à 3 objectifs. D'abord, éclairer les enjeux actuels des entreprises et apporter des pistes de solutions pour y répondre. Alors ça, c'est la vocation de notre think tank, DoTank, qu'on a initié depuis le mois de janvier avec un collège de dirigeants sur des problématiques et dont la thématique actuelle de l'entreprise, c'est l'entreprise du l'éolien. Vous voyez, c'est quelque chose extrêmement d'actualité. Et on est en train de réfléchir sur comment repenser les liens qui sont générateurs à la fois de progrès, de pérennité et de profitabilité.
donc dans l'entreprise. Donc, j'invite les dirigeants qui le souhaiteraient à venir nous rejoindre dans ce think tank, venir partager ces moments de réflexion. Et pour ça, vous pouvez le faire au moyen, effectivement, du formulaire de contact, demander à pouvoir rejoindre le think tank. Donc ça, c'est un premier objectif. Le deuxième, qui me tient au cœur aussi, c'est d'apporter du soutien, de l'aide et de la vision à la prise de décision aux dirigeants. Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment. Et pour ça, nous lancerons à partir du mois de septembre le club de co-développement entre pairs. Donc ça, ce sont des clubs qui auront lieu, effectivement, que nous lancerons à partir de Lyon et qui feront certainement des émulations sur toute la France. Et le troisième, effectivement, objectif qui me tient à cœur et qui anime nos équipes, c'est de permettre aux dirigeants qui sont conscients aujourd'hui que le leadership d'hier n'est plus adapté, n'est plus à la hauteur des transformations culturelles et de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, de développer les 9 aptitudes du leadership nouvelle génération. Et pour cela, on a conçu des parcours inédits qui s'appuient à la fois sur une pédagogie holistique très puissante et qui associent l'expérience comme les chevaux, le tir à l'arc japonais, la musique, l'aïkido aux pratiques de coaching et de co-développement. Voilà pourquoi j'ai créé, et voilà pourquoi j'ai créé pour vous la Fabrique des leaders éclairés. Alors, pour témoigner de ce leadership éclairé, éclairant, authentique, aligné sur des convictions et des valeurs humaines fortes, engagé et engageant, est capable d'engager son entreprise justement vers une mission au service du bien commun, j'avais besoin de quelqu'un qui puisse l'incarner complètement. Hein, vous imaginez l'enjeu. Donc, je me suis tournée vers mes amis dirigeantes et dirigeantes, et puis je leur ai demandé qui est-ce qui peut venir aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois toi venir témoigner dans ces matinales. Et j'ai une amie dirigeante qui tout de suite m'a dit, écoute, sans hésiter, elle m'a dit, moi j'en connais une qui réunit tout ça, c'est Catherine Touvray. Donc bonjour Catherine. Bonjour. Je vous invite à prendre la parole, Catherine. Bonjour Catherine, je vous présente rapidement pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Donc Catherine, vous êtes issue du monde, vous avez fait un parcours brillant dans le monde de la santé et de l'assurance. Vous avez rejoint Harmonie Mutuelle en septembre 2015 pour occuper depuis juin 2016 la fonction de directrice générale. Et depuis septembre 2017, vous êtes également directrice assurance et protection financière du groupe VYV. Est-ce que c'est ça, Catherine? Je ne me suis pas trompée. Hein. C'est bien. Non, tout va bien jusque-là. Alors, donc du coup, moi j'avais envie de vous poser une première question, Catherine. C'est comment est-ce que vous pouvez nous expliquer quels étaient les enjeux quand vous êtes arrivé chez Harmonie Mutuelle et comment vous avez choisi d'y répondre en vous appuyant sur ce que vous m'avez dit, sur toutes vos convictions et vos valeurs en fait. Oui, écoutez, déjà, bonjour à tous et à toutes. Merci d'avoir jugé que prendre du temps dans votre agenda avec moi ce matin était profitable, on va dire. J'espère que ce sera vraiment une discussion. Hein. Moi, je suis venue pour échanger avec vous et surtout pas pour délivrer un discours un peu général. Donc, surtout, je vous remercie par avance d'utiliser au maximum le chat, et qu'on ait vraiment l'occasion d'un échange. Et puis, Muriel, si vous me le permettez, avant de répondre à votre question, je fais un petit clin d'œil à Frédéric Plasson, qui s'est connecté, je l'ai vu passer. Donc, bonjour Frédéric et merci beaucoup de nous avoir mis en relation avec Muriel, puisqu'on ne se connaissait pas, comme Muriel vient de le dire, et c'est grâce à toi, donc merci beaucoup. Quand j'ai rejoint Harmonie Mutuelle en 2016, effectivement, j'ai cherché à comprendre quelle était l'histoire et quelle était la vraie force de la mutuelle, l'ADN, parce que je pense que toute entreprise a ce que j'appelle la vraie force. Et donc, après avoir essayé de comprendre un petit peu cette histoire et sa genèse, qui, si vous me permettez de dire 2 ou 3 mots là-dessus, Harmonie Mutuelle, c'est en fait une histoire de fusion. On a dénombré plus de 1800 mutuelles, des petites entreprises locales, on va dire, qui peu à peu se sont agrégées jusqu'à ce qu'en 2013,
des PME régionales fusionnent à nouveau pour donner ce qu'on est à peu près aujourd'hui. Et toute cette histoire, elle s'est faite avec un principe assez évident, mais très difficile à rencontrer dans beaucoup d'entreprises, c'est de faire avec ceux qui étaient là et là où ils étaient. Donc, accepter les gens et partir du principe qu'ils étaient aptes à franchir toutes les étapes que je viens d'évoquer. Et c'est, je pense, ce qui a fait que ça a marché, hein, parce que c'est une histoire qui n'est pas très banale dans notre monde. Pour ceux qui connaissent un peu moins le monde mutualiste, hein, les fusions, ça passe par des convictions partagées que se réunir sera plus profitable. Il n'y a pas de capital, on ne peut pas acheter les entreprises, ça ne passe que par l'adhésion en fait. Hein. Notre monde fonctionne sur le principe de l'adhésion. Donc ça, je pense que c'est très important à partager. Et donc, au cours de cette histoire, et puis depuis 2016, on a eu ce mantra de faire de cette évolution, ces fusions, de grossir sans s'éloigner du terrain en fait, et de cultiver, et du coup j'en viens à la vraie force, la proximité, proximité à la fois physique mais également relationnelle. Donc voilà, c'est vraiment ça le principe, on va dire, la force de base. Et du coup, ça irrigue toute notre logique de fonctionnement et toutes nos convictions. Donc, on a aujourd'hui un comité de direction générale, par exemple, dans lequel la moitié des membres sont des représentants des activités opérationnelles et ils sont basés en région. On est assez peu à Paris, hein. Le siège est tout petit, on est 150. Voilà, les autres collègues sur les 5000 salariés sont tous en province. Donc, et ça nous a amené très vite aussi, bien avant le Covid, à dissocier l'organisation logique et l'organisation physique. Ça, c'est un choix qu'on a fait en fait en 2016 quand on s'est interrogé sur comment on voulait continuer à améliorer la performance de notre entreprise. Et on a à ce moment-là, en 2016, beaucoup discuté, hein, parce qu'il y avait deux choix possibles, on va dire. Enfin, il y avait un choix général opéré par beaucoup d'entreprises qui est de spécialiser, hein, donc spécialiser dans des logiques de spécialisation métier, spécialisation géographique, etc. Et on s'est dit qu'on voulait pas ça. Qu'on voulait au contraire avoir une logique de ce qu'on a appelé après, une fois que le Covid est passé par là, le travail rapproché, c'est-à-dire qu'il soit rapproché des gens et non pas demander aux gens de se mettre en situation de s'adapter à une organisation physique qui peut voilà, être parfois un peu exigeante, voire un peu inhumaine. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a beaucoup animé et qui a été du coup assez conforté par ce qui s'est passé en 2020. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard avec ce qu'on a vécu pendant la crise sanitaire. Donc voilà, peut-être pour démarrer, avant de rentrer sur un certain nombre de convictions, etc., ce que j'avais envie de mettre en lumière par rapport aux défis quand je suis arrivée, donc de continuer à faire grandir, développer cette belle entreprise qui avait une belle marque et donc une belle force que j'aime beaucoup, voilà, qu'on va qualifier de proximité dans tous les sens du terme. Le lien à la proximité, en fait, c'est ça, hein, c'est vraiment comment vous adapter plutôt aux gens, plutôt que de faire en sorte que les gens s'adaptent à une organisation. C'est vraiment être en proximité, j'imagine, de vos collaborateurs, de vos clients, c'est travailler sur ces liens de proximité, en fait. C'est ça que vous avez, c'est ça la volonté et l'enjeu, en fait, un des enjeux forts que vous avez. Oui, on est une entreprise de service, hein, vous savez, on fait à la fois de l'assurance et de la santé, comme on le disait tout à l'heure. Hein. Donc, l'assurance, c'est quoi? C'est vendre une promesse, en fait. Hein. Dans le meilleur des cas, le produit, c'est des conditions générales et particulières. Donc, voilà, hein, ça ne fait pas tout à fait rêver en soi. Et c'est une promesse d'être là dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, au moment où il se passera quelque chose, et donnant une promesse qu'on a faite dans l'acte de finance. Donc, forcément, la façon d'interagir avec les clients, que ce soit des entreprises ou des adhérents,
dans cette logique de notre métier, ça passe par une vraie prise en compte. Sinon, ça ne peut pas. C'est assez vain. Et on passe tous notre temps à dire qu'on est très préoccupé par les clients, qu'on les met au centre, etc. Donc, moi, ça m'amuse beaucoup parce que on voit bien que le régulateur passe son temps à essayer de faire que ça soit vrai. Donc, voilà. Mais on en reparlera peut-être à un autre moment. Très bien. Donc ça, c'était le contexte, Catherine, quand vous êtes arrivée avec les enjeux. Oui. Quelles étaient les convictions? Moi, je sais que quand on s'est rencontrés, vous m'avez expliqué d'une chose. J'ai retenu waouh, on voulait surtout pas être bureaucratique, en fait. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas? Et est-ce qu'il y en a d'autres? Quels sont les autres qu'il y a? Oui, j'en ai un certain nombre d'autres, mais j'aime bien cette idée de lutter contre la bureaucratie. Alors, je ne sais pas si on a tous la même définition. Hein. Pour moi, la plus belle définition que j'ai trouvée assez récemment d'ailleurs, c'est celle-ci, c'est la bureaucratie et le système dans lequel toute personne est confortablement coupée des conséquences de ses actes. C'est celle que je préfère. Hein. Ça fait 30 ans que je réfléchis là-dessus depuis que je travaille et c'est vraiment celle que je préfère. Elle m'a amené à me poser beaucoup de questions complémentaires par rapport à celles que j'avais déjà pu me poser dans le passé. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que prendre une décision qu'on ne partage pas au sens où elle ne nous fait ni chaud ni froid et où on peut, le cas échéant, pas forcément se préoccuper vraiment de ce qu'elle va produire comme effet sur les gens. Voilà, c'est ça la bureaucratie. Et donc, refuser la bureaucratie, c'est prendre en compte la réalité, comme on le disait à l'instant, des clients et des salariés. Alors, on n'est pas parfait, hein. Il y a plein de choses qui ne marchent pas chez nous, comme partout ailleurs, parce qu'on est une organisation imparfaite, on est des êtres humains, mais en tous les cas, c'est la perspective et l'ambition qu'on se donne. Donc, ça, c'est un élément de conviction, effectivement, extrêmement fort, qui du coup guide beaucoup de choses. Hein, quand on parlait de travail rapproché, de décentralisation, voilà, c'est quelques exemples qui découlent directement de cette conviction-là, effectivement. Ouais. Alors, j'ai une première question qui dit, alors pour rapprocher du contexte, de Catherine Voisin, qui nous dit comment respectez-vous ce contrat de proximité dans le contexte contraignant actuellement de proximité, dans tous les sens du terme? Oui, tout à l'heure, j'évoquais l'idée que la proximité, elle n'était pas que physique, elle était aussi relationnelle. Ça me semble très important. J'imagine que vous tous, vous avez beaucoup de discussions en ce moment sur comment retrouver le contact, comment retrouver les liens. On en a envie d'ailleurs. Et donc, enfin, comment dire, je cherche un peu mon idée pour répondre, partager le mieux possible. Excusez-moi, j'ai une petite difficulté à redémarrer sur la question. Donc, la proximité relationnelle, c'est vraiment se préoccuper des personnes, qu'on soit donc physiquement au même endroit ou pas. C'est d'ailleurs qu'un certain nombre de managers faisaient naturellement et c'est ce qu'un certain nombre d'autres managers ont dû apprendre à faire pendant la période que nous venons de vivre, puisque ça a été le crash test un peu à grande échelle de est-ce qu'on se préoccupe de nos collègues, qu'on soit au même étage, dans le même bâtiment ou pas. Et le fait qu'on ait cette histoire, comme je l'évoquais précédemment, très répartie sur l'ensemble du territoire, que n'importe quel manager ait 3 ou 4 ou 5 sites sur lesquels il a des collègues, ben, finalement nous avait obligés, d'une certaine façon, à déjà mettre en place un certain nombre d'outils qu'il a fallu amplifier, améliorer. Donc, ça passe par tout un tas de choses qui sont aujourd'hui accessibles. Hein. La technologie nous permet voilà, de nous réunir ce matin. Alors, d'avoir en plus l'interaction physique qui est tellement chouette et qui crée tellement de choses complémentaires, mais on va, j'espère, quand même passer un bon moment et être vraiment en partage. Donc voilà, ça peut être ce genre d'outil, ça peut être le téléphone est tout à fait adapté pour avoir des conversations personnelles avec un certain nombre de salariés, de collègues, etc.
Je pense que beaucoup d'entre vous, en tous les cas, ce que la période du Covid, moi, m'a amené à modifier, c'est ça, c'est beaucoup plus de coups de téléphone, en fait, que dans le passé. On a eu la chance d'avoir moins de grandes réunions qui duraient longtemps. Plus d'intérêt peut-être porté aux gens et puis plus d'intérêt porté aux personnes en dehors de leur activité professionnelle. Hein. Je pense que c'est ça qui s'est produit pendant la période aussi. Donc voilà. Et puis on a tous des amis qu'on voit une fois tous les 10 ans. On a tous de la famille qui peut être à l'autre bout du monde. Et est-ce qu'on se sent pour autant ne pas être en proximité? Je ne crois pas. Donc c'est plutôt la façon dont dans l'entreprise on revisite cette idée-là qui est intéressante, que le raccourci est un peu excessif, me semble-t-il, de la proximité physique. Mais ça fait effectivement beaucoup d'habitude dans notre pays, hein, ça c'est sûr. Dans nos entreprises en général. C'est bien que ça les bouscule. Est-ce que la vraie question que je me pose, en fait, hein, c'est est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui vont perdurer dans cette organisation, justement? Est-ce qu'il y a des enseignements qui vont être pris de cette… Alors, c'est peut-être un peu tôt, mais ça fait 1 an maintenant, c'est à la fois tôt et pas tôt. Est-ce qu'il y a des choses qui vont rester, des bonnes pratiques que vous pensez qui vont perdurer? Vous parliez tout à l'heure de prendre soin, en fait, de reprendre un terrain à l'autre. Voilà, est-ce que c'est des choses est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui vont se perdurer par rapport à ça? Je le souhaite, et je le pense, parce que la période est tellement longue, ça n'aurait duré que 3 mois. Peut-être effectivement, on n'aurait pas eu le temps finalement de construire de nouveaux réflexes, mais là, comme vous venez de le dire, et on le sait tous, ça fait plus d'1 an maintenant. Vous voyez, il y a 2 mois à peu près, enfin peu importe, mon médecin traitant à Paris me disait c'est une femme qu'elle n'avait pas prescrit d'arrêt de travail pour cause de burn-out ou ce genre de choses depuis le début de l'année 2020, enfin depuis l'entrée dans la crise sanitaire. C'est quand même un élément important, non? Donc, qu'est-ce qui fait que dans cette période, cette difficulté qui représente quasiment 1/3 des arrêts de travail, hein, le mismanagement, c'est à peu près 1/3 des arrêts de travail, on le sait tous, hein, la maladie ou l'accident à proprement parler ne fait pas 100% des arrêts de travail, loin de là. Donc, qu'est-ce qui fait que dans cette période, cette difficulté-là a pu s'estomper à ce point-là? Donc, voilà, ça c'est une des questions qu'on se pose et qui mérite d'identifier ce sur quoi capitaliser. Après, il y a d'autres difficultés, on le sait tous, hein, qui se sont produites avec cette obligation de maintien à domicile. Mais c'est pour ça qu'on parle de travail rapproché. Et vous voyez, moi, je vis une partie de l'année dans une communauté de communes plutôt rurale, dans le Jura, pour citer le lieu où j'ai des racines, on va dire. Et la communauté de communes a créé un espace de coworking dans lequel, moi j'y suis restée 1 semaine récemment là, et j'ai rencontré une avocate du barreau de Paris qui a déménagé, j'ai rencontré un ingénieur du CERN qui est venu s'installer, et puis un second ingénieur avec sa femme médecin qui lui travaille dans une entreprise industrielle dont j'ai oublié le nom, enfin peu importe. Voilà, donc ça c'est quand même des choses très concrètes qui se produisent en ce moment. Et ces espaces de tiers-lieux, là j'espère vraiment qu'ils vont beaucoup se développer. Les entreprises sur un plan territorial peuvent se réunir et on a un certain nombre d'expérimentations qui ont lieu en ce moment, par exemple sur l'agglomération de Nantes, avec d'autres entreprises qui sont motivées par ces sujets-là. Voilà, moi je crois beaucoup à ce genre de choses. Et puis, si on cultive la proximité, l'appartenance à l'entreprise avec autre chose que la facilité physique, on va dire, et les réunions plénières où on n'a pas forcément vraiment le temps de discuter tant que ça les uns avec les autres, on va trouver des solutions, j'en suis certaine. Alors justement, je rebondis, c'est ça qu'on a parlé tout à l'heure des enjeux, des convictions, et vous parlez du ciment, effectivement, collectif. Est-ce qu'on peut aborder les valeurs? Parce que je crois que c'est un élément important du ciment, justement, et d'appartenance et de fierté à une entreprise. C'est quoi les valeurs d'harmonie mutuelle? Moi, je crois beaucoup à la notion de cohérence, donc, et la cohérence entre 3 choses, hein, entre effectivement les valeurs,
les acteurs, donc les salariés, les collègues dont on vient de parler, et puis le système lui-même. Hein. Donc, voilà ce qui fait la forme de sécurité que vous évoquiez tout à l'heure. Hein, vous avez utilisé ce terme-là, c'est, je pense, une correcte articulation, enfin une cohérence entre ces trois éléments. Donc, les valeurs qu'on essaie de cultiver, c'est ceux du monde mutualiste déjà. Hein, donc, c'est des notions de performance, évidemment, hein, puisqu'on ne peut exister en tant qu'acteur économique qu'en étant performant, au service de ce qu'on appelle, nous, la redistribution, c'est-à-dire que la valeur qu'on crée, elle a vocation à être au maximum partagée avec les clients qu'on appelle des adhérents. Donc ça, c'est évidemment une première chose. Des valeurs de solidarité, d'entraide, qui sont, j'aime bien ce terme d'entraide, hein, qui était tombé un peu en désuétude et qui revient sur le devant de la scène en ce moment. Des valeurs d'ouverture, de faire avec l'environnement et des valeurs peut-être plus des traits de personnalité autour du fait d'être positif, d'inventer des solutions, surtout quand il y a des besoins sociaux qui ne sont pas satisfaits. C'est ça, l'histoire des mutuelles, et il continue à y en avoir beaucoup en ce moment. Donc, on est dans une logique très actuelle. Donc, voilà les quelques éléments. Je pourrais en citer évidemment un certain nombre d'autres, mais qui sont très importants. Alors, je vais regarder les questions qui sont posées. Il y a beaucoup de questions qui sont posées. Est-ce que c'est… alors, si je reviens sur les valeurs, dans cet environnement… Alors, dans cet environnement français, alors j'ai plusieurs… J'y viendrai plus tard hein, sur comment est-ce qu'on incarne le leadership éclairé, puisque c'est une des questions. On disait, mais comment est-ce qu'on a, à travers de ces valeurs, donc vous nous expliquerez comment on incarne ce leadership. Comment est-ce qu'on fait justement, une fois qu'on a, pour répondre aux enjeux, une fois qu'on a trouvé le ciment pour rester aligné par rapport à ses convictions et ses valeurs, comment est-ce que ça se traduit en termes d'actes, d'organisation d'entreprise et de leadership, en fait? C'est quoi le leadership qui serait adapté et aligné pour pouvoir permettre, c'est pas de rester au niveau des bonnes intentions, hein, parce qu'on sait très bien, dans les années 80, on avait tous des belles valeurs, sauf qu'elles étaient affichées, mais qu'elles ne vivaient jamais dans l'entreprise. Donc, comment est-ce qu'on fait vivre ça et comment est-ce qu'on en fait une organisation qui soit engagée, engageante? Oui. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un témoignage. Hein, donc, moi, je ne donne aucune recette. Je simplement des convictions et une réalité vécue dans cette expérience-là, mais aussi dans mes expériences préalables. Je crois que ça commence et ça ne peut pas se passer d'une capacité d'expression, d'une liberté de parole et même d'une obligation d'expression. Enfin, d'autres disent le bottom-up, je ne sais pas si ça se résume au bottom-up, mais en tous les cas, il y a quelque chose autour de cette prise de parole. Et du coup, en disant ça, j'ai un souvenir en 2016, je crois, enfin en tous les cas, peu de temps après que j'ai pris mes responsabilités, quelques mois après, on a fait une émission de radio avec tous les salariés d'Harmonie Mutuelle. Et on avait pour cette émission donc un chat qui n'était pas modéré et l'anonymat. Et ça a été un peu la cocotte minute, en fait, et le couvercle a un peu sauté. On a eu des prises de parole, des questions, etc., qui étaient un peu agressives, voire assez agressives, etc. Et donc, voilà, il y a eu un sentiment un peu général de questionnement en se disant, mais est-ce qu'on a bien fait? On ne s'est pas donné finalement l'énergie, parce qu'une réunion réussie, pour nous tous, hein, on a été habitués à ça, c'est une réunion où ça se passe bien, on est content d'être ensemble et puis on repart avec la banane et basta, quoi. Et donc, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et ensuite, j'ai eu énormément de questions sur… Alors, ça a créé beaucoup de discussions dans l'entreprise, mais finalement, pourquoi certains ont réagi comme ça, c'était pas bien, on n'aurait pas dû parler comme ça à la direction générale, et ce genre de choses, etc. Et donc, ensuite, on nous a demandé si on allait continuer ou pas, évidemment. Et donc,
on va continuer, quelle idée. Par contre, on va se fixer une règle. On va continuer à autoriser évidemment toutes les questions et à les encourager. Mais par contre, on va lever l'anonymat et on va demander des façons d'exprimer les questions respectueuses. C'est la seule chose qu'on ait changé en fait, et on a continué à avoir ce genre de pratique et ce média direct en fait, où voilà, on n'a pas de filtre et on se confronte à la réalité de ce que vivent nos salariés. Donc, et je pense que cette notion de liberté de parole qui est importante pour créer ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein, cette proximité, ce sentiment d'appartenance, etc., il doit aussi être possible dans la façon dont les règles se mettent en place, dont on se crée en fait voilà, le système dans lequel on a envie d'agir collectivement. Donc, dans mon idée, ça va assez loin. Alors, est-ce qu'on est aujourd'hui à cet état de développement-là? Je ne pense pas. Hein. On a encore beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait être beaucoup plus en bottom-up et en implication directe des salariés. Mais en tous les cas, c'est vraiment vers ça qu'on a envie d'aller. Mais cette idée de liberté de parole et de capacité d'expression et d'interpellation des dirigeants, elle me semble assez fondamentale, en fait. Voilà. Moi, c'est un super exemple, c'est un très très bon exemple, parce que c'est un très très bon exemple d'avoir accepté de libérer la parole, de définir le cadre et de donner une liberté dans le cadre. Je trouve ça effectivement très, très à la fois courageux et puis en tout, et vraiment authentique en fait, hein, dans ce que ça c'est. Et je me souviens d'une anecdote que vous m'aviez dit, Catherine, en me disant que vous libérez la parole même au sein de votre codir, enfin surtout voilà, et que tout le monde, et que ça vous permettait, et ça j'avais trouvé ça extraordinaire, que vous faites le lien entre libérer la parole et sécuriser les actions en fait et les actes. Est-ce que vous pouvez, en quoi libérer la parole permet d'être de vous dirigeante, de sécuriser l'acte en fait, c'est oui. Quoi le que vous faites? Bah, du coup, je vais vous raconter une autre anecdote. Il y a quelques années, un collègue un peu sur le ton de la boutade, mais quand même, je lui demandais s'il était d'accord avec quelque chose que j'évoquais, je ne sais plus du tout quoi, et il m'a répondu, bah, bien évidemment, puisque tu es la chef. Et il dit, si tu redis ça une fois, je te dis, enfin, en plaisantant aussi, évidemment, mais si les discussions qu'on provoque ne sont là que pour aller chercher l'assentiment sur des idées qu'on a, ça ne sert strictement à rien. Autant éviter les réunions, prendre une décision, la faire appliquer. Ça n'a aucun espèce d'intérêt. Je pense que la sécurité pour l'organisation, pour les dirigeants de l'organisation, c'est d'aller chercher les questions, justement. C'est d'aller chercher les angles morts, c'est d'aller chercher ce qu'on n'a pas vu et qui va être soit le petit grain de sable, soit juste l'ajustement qu'il faut faire pour que ça se passe mieux, etc. Enfin, voilà. Et je pense que du coup, enfin, c'est pas je pense, je suis intimement convaincue, c'est une conviction très très forte, qu'un collectif qui fonctionne bien, au sens où les gens s'y sentent bien, hein, au-delà de la sécurité que vous évoquiez, le plaisir d'y être en plus. Hein, donc, c'est vraiment le collectif dans lequel on peut dire tranquillement voilà ce qu'on pense, comment on prendrait les choses, etc. Ça, c'est le moment de la prise de décision. Et puis après, dans le moment de l'exécution, une fois que cette décision est prise et que les espaces de discussion ont eu lieu, bah là, on est beaucoup plus, comment dire, compact, unis, etc. Et on déroule de façon très homogène et le plus unifié possible. Donc voilà, c'est pour ça que je fais le lien entre les deux, en fait, hein, entre la liberté et la sécurité de l'organisation. Et puis on le sait tous, hein, des projets qui tournent mal, qui voilà, pètent à certains moments beaucoup trop tard, etc. C'est toujours parce que quelqu'un n'a pas voulu, n'a pas osé expliquer le problème qu'il fallait régler. Donc voilà, ça me semble assez évident que les deux sont très très liés. Oui, ça évite de mettre sous le tapis des fois, en fait. Hein, c'est ça, moi j'ai remarqué que quelquefois, plus on libérait la parole et plus on évitait les situations, comme vous le dites, où on met sur le tapis les choses parce qu'on n'ose pas, on ne se permet pas, et donc du coup, ça explose, comme vous disiez tout à l'heure, c'est l'effet cocotte minute, et ça revient en boomerang, en fait. Donc autant effectivement avoir cette transparence et ce niveau de liberté de parole. Il y a une question que j'aime beaucoup, j'ai le droit de répondre, Muriel? Mais bien sûr, Catherine, choisissez toutes les questions. Alors, vraiment.
Il y a quelqu'un que je ne connais pas qui dit le non-anonymat et la liberté de parole sont-elles compatibles? Et en fait, ça rejoint une autre conviction très très forte que j'ai. Et je prendrai un autre exemple pour illustrer ce point, c'est le fait que une autre des sécurités de l'entreprise, c'est la diversité. Donc, la diversité des points de vue, la diversité des origines, des parcours, enfin, des situations personnelles, des états de santé, voilà, enfin, les métiers, on peut prendre la diversité à peu près dans tous les sens. Et, et donc, la capacité à partager ces différences finalement de points de vue, de ressenti, de conviction, est ce qui force à aller chercher la décision et la route, le chemin qu'on va emprunter le plus fédérateur possible en fait, et qui fait qu'ensuite on est collectivement plus fort et plus à même de réussir les défis en fait qu'on s'assigne ou auxquels on doit répondre. Et donc on a récemment, et je prends l'exemple pour illustrer ça, il y a un chiffre, enfin pas un chiffre, mais quelque chose moi qui m'a beaucoup questionné depuis quelques temps, c'est le fait que depuis le Covid, on a une obligation encore plus forte pour les entreprises d'assurer la santé des salariés. Hein. Donc, avant, c'était surtout dans les entreprises industrielles. Maintenant, dans les entreprises de toute nature et de services comme les nôtres, c'est devenu prioritaire également. Et on a cette question des personnes fragiles. Voilà, est-ce qu'elles peuvent venir travailler, est-ce qu'elles doivent télétravailler, etc. Et comment on se préoccupe de cette question tout en respectant le secret médical que les pouvoirs publics, le ministère du Travail nous demande en permanence de respecter. Et on voit bien que ça n'a pas de sens. Et pourquoi les salariés concernés ne peuvent-ils pas partager qu'ils ont un problème de santé ou un problème familial quelconque, etc. C'est parce qu'ils ont peur que ça leur crée des torts. Enfin, des torts, que ça leur crée une difficulté une non-promotion. Moi, j'ai des souvenirs personnels dans mon entourage de gens qui cachaient leur maladie chronique à la médecine du travail parce qu'ils avaient peur d'être virés dans un monde où c'était plutôt dans la sphère commerciale, hein, où il faut être très performant tout le temps, etc. Et donc, moi, je crois vraiment que si on n'est pas capable au niveau d'une entreprise d'accepter que tout le monde a sa place, tout le monde a son point de vue, tout le monde a sa situation personnelle et qu'avec ça, on est capable de créer du collectif performant, ben on n'y arrivera pas et on continuera à avoir l'absentéisme augmenter d'1% par an inexorablement et on se demandera comment le réduire sans jamais y arriver. Donc voilà, je pense vraiment qu'être capable de libérer la parole sans être dans l'anonymat est une façon de vérifier finalement qu'on a réussi ce pari-là, même s'il est difficile. Et qu'on n'est pas habitué dans notre univers et en France particulièrement à cette tranquillité-là, d'expression. Oui, ce que vous êtes en train de dire, moi ce que j'entends, c'est aussi vraiment oser en tant que dirigeant, et puis vous l'incarnez parce qu'à plusieurs reprises, vous dites, tout à l'heure, vous dites, écoutez, je ne sais pas forcément répondre à cette question, c'est oser avouer sa vulnérabilité quand on est vulnérable, et pas craindre, parce que ça veut dire que, l'individu doit oser, et deux, l'entreprise doit lui permettre, en fait. C'est les deux, en fait, qui doivent être rassemblés, mais une entreprise qui ne le permettrait pas, ne permet pas d'avoir ce que vous dites, d'écouter, d'avoir ce niveau d'écoute et d'avoir ce niveau d'attention, en fait, aux collaborateurs, en fait, finalement. Est-ce que c'est pas oser avouer permettre cette vulnérabilité quelque part, enfin permettre de cette différence et de cette vulnérabilité.
Récemment, on a vécu collectivement au sein d'Harmonie Mutuelle un moment que j'ai trouvé moi extraordinaire. On est engagé dans une fondation, d'ailleurs plutôt lyonnaise à l'origine, qui s'appelle Humaninov, qui se préoccupe des malades chroniques en entreprise. Et donc, on a fait une matinale, un peu comme ce matin. On a échangé avec un certain nombre de décideurs, on va dire, et puis on a eu une deuxième séquence avec des salariés de la mutuelle qui sont venus témoigner et qui ont décidé de faire leur coming out. Et ça a été un moment incroyable, en fait, où on a 4 collègues qui ont eu envie de faire ça, de partager comment ils ou elles avaient réussi à gérer leur situation de malade chronique et leurs exigences professionnelles, leur motivation professionnelle, etc. Et parmi ces personnes qui ont eu envie de faire ce partage-là, eh bien, certaines, enfin toutes d'ailleurs, sont très performantes, très engagées. Enfin voilà, on démonte vraiment cette idée préconçue de si je suis malade chronique, alors je suis forcément inadapté d'une certaine façon à la performance, etc. C'est totalement faux. Donc, mais pour ça, il faut effectivement arriver à créer ces conditions de se dire le collectif est fort quand il sait, comment dire, intégrer les uns et les autres et leur permettre de mobiliser à la fois leurs compétences, leur énergie qui est variable, etc. Et ça se passera très bien. Voilà. Donc, super. Alors, justement, quand on parle de… Est-ce qu'il y a des questions, Catherine, qui vous interpellent dans le… Parce que est-ce qu'il y a des questions qui vous interpellent auxquelles vous voulez répondre dans le chat ou est-ce que… Non, je pense qu'il y a plutôt des… C'est plutôt des échanges qui sont effectivement très intéressants. Sur cette idée qu'on est plutôt aligné sur, sur cette envie de créer ces conditions-là, effectivement. Dans sur le témoignage de François Michelin, et ce qui m'a touché dans ce témoignage, c'est une forme de… Ce qui m'a le plus touché, c'est une forme de considération portée à chacun, quel que soit son rôle dans l'entreprise. Le collectif, c'est pas du tout on fait tous la même chose et on a tous la même responsabilité. Ça, c'est totalement faux. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Par contre, que chacun soit respecté en tant que personne dans le rôle qu'il a à jouer, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans cette petite vidéo qui avait été faite au moment de la passation de pouvoir avec ces ouvriers qui expliquent effectivement au début du film pourquoi ils ont décidé de ne pas aller acheter à la ville, je ne sais plus quelle pièce, mais de la fabriquer eux-mêmes, etc. Donc voilà, je pense que c'est ce qui m'a le plus marqué. Ouais. Donc, créer les conditions de l'engagement, en fait, c'est, on a parlé de l'alignement des convictions avec les valeurs, avec l'organisation qui le permet. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous viennent, Catherine, qui permettent d'engager le collectif aussi? Où est-ce que vous en êtes des transformations? On parle de… je crois que vous avez d'autres projets, en fait, d'aller encore plus loin dans le bien commun et dans la transformation même de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ou pas? Oui. Peut-être un dernier point de conviction qui me semble important de partager, qu'on n'a pas eu l'occasion encore d'évoquer, puis du coup je répondrai à votre question de comment on a envie d'aller un cran plus loin. C'est, vous savez, enfin, il y a des gens peut-être plus jeunes parmi nous, mais pour ceux qui ont mon âge, quand on a fait nos études, on nous a appris Descartes en gros, hein, réfléchir bien, faire des belles démonstrations, etc. Et puis ensuite, quand on est dans l'entreprise, c'est Shakespeare, en fait, c'est les larmes, le sang, etc. Et donc, on se retrouve finalement, voilà, un petit peu en apprentissage personnel, on va dire, puisque maintenant, c'est évidemment, les études ont un peu changé par rapport à ça et c'est une très bonne chose. Mais il y a une troisième dimension, et ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure, qui est restée en dehors de l'entreprise, c'est celle du corps, en fait. Et donc, voilà, hein, on peut être malade, on peut être moins en forme, etc. Et
Or, on sait bien être en forme ou pas, ça a un impact absolument déterminant. Quand on est dirigeant, se demander si on est en forme à ce moment-là pour prendre une décision importante ou pas, ça fait partie aussi des réflexes qu'il faut qu'on arrive à avoir, parce qu'il y a des moments où il ne faut pas décider, parce qu'on a eu un problème chez soi ou que sais-je, voilà, et où on peut être malade ou ce genre de choses. Donc, et du coup, moi j'aime bien cette idée des 3 C, en fait, le corps, le cœur, voilà, qui font que les choses peuvent fonctionner de bonne façon ou pas. Les sportifs de haut niveau le savent, les pilotes de ligne le savent. Pour que le cerveau fonctionne bien, il faut être dans un état de forme physique correcte, ou en tous les cas de forme mentale correcte. Et donc, cette 3e dimension qui est un peu arrivée par effraction avec le Covid, me semble un des éléments assez déterminants pour permettre aux uns et aux autres finalement d'être comment dire, tranquille par rapport au fait d'être une seule et même personne, de ne pas avoir le costume professionnel d'un côté, d'être dans une certaine attitude qu'on imagine être la bonne, ou en tous les cas qui était attendue dans la représentation générale qu'on pouvait avoir communément, et puis de l'autre côté, ce qu'on vit voilà, à l'extérieur, dans ses engagements ou dans sa famille ou avec ses amis ou autres. Et moi, je fais beaucoup de mentorat et je suis à chaque fois frappée par le nombre de personnes quand elle me dit je voudrais régler telle ou telle chose, qu'est-ce que tu en penses, etc. Et c'était comment dans la vie privée? Je ne suis pas du tout comme ça. Et alors, pourquoi les compétences que tu arrives à mobiliser dans la vie privée, tu ne peux pas les mobiliser dans l'entreprise? Donc, voilà, cette idée d'être une seule et même personne et de pouvoir utiliser ces compétences, ça me semble une idée assez centrale aussi, et en tous les cas qui nous fait, nous, beaucoup discuter et réfléchir avec certaines des personnes qui sont d'ailleurs présentes dans l'échange de ce matin. Voilà, maintenant, si je réponds à votre question, si j'essaie d'y répondre, toujours avec cette idée de cohérence, effectivement, on a décidé depuis quelques mois maintenant de devenir une entreprise mutualiste à mission. Alors, on dit entreprise mutualiste à mission parce que on se revendique évidemment en tant qu'entreprise, ça c'est donc les textes de la loi Pacte, etc. Et puis, on est également une mutuelle, donc on a le code de la mutualité qui a prévu, lui, le statut de mutuelle à mission. Et nous, on dit entreprise mutualiste à mission parce qu'on veut que les deux facettes de notre réalité, entreprise performante et engagée sociétalement, soient vraiment les deux pattes d'un seul et même projet, d'une seule et même ambition. Et donc, on a discuté avant de prendre cette décision, parce que certains se disaient, mais finalement, être une mutuelle, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est déjà finalement être à mission d'une certaine façon, puisqu'on a cette non-lucrativité, cet engagement au service des clients, etc. Et on a jugé que c'était nécessaire de franchir cette étape supplémentaire-là, parce que ça permet 2 choses. La première, ça permet de se confronter à un environnement différent d'une autre, à ne pas rester dans la même famille, et l'endogamie, c'est jamais très bon. Donc, on aimait bien cette idée d'ouverture et puis de confrontation à d'autres types d'entreprises qui ne nous ressemblent pas du tout, voire qui nous ressemblent le moins possible. Et puis la deuxième, c'est toute la logique d'unification que ça oblige à faire à l'intérieur de l'entreprise, de traquer justement les incohérences, et puis de mettre tout un dispositif à la fois d'objectifs, d'engagement, de preuves, de la cohérence, comme on l'évoquait tout à l'heure, entre les discours et les actes. Donc, c'est vraiment ça qui nous a motivés. Et ce qu'on constate depuis quelques semaines, c'est vraiment que c'est un outil d'engagement assez fort. On est très frappé à chaque fois qu'on propose une séquence, les collègues qui s'occupent de ça, j'en profite pour saluer une collègue qui s'appelle Virginie Malnois qui anime toute cette réflexion. À chaque fois qu'un créneau est proposé, on a 200, 300, 400 personnes qui sont motivées pour venir justement parler de ces sujets-là et continuer à renforcer cet alignement en fait entre les valeurs, les actes, enfin tout ce qui rend les salariés fiers en fait. Donc voilà, il y a d'autres raisons que ça, mais voilà, j'essaie de pas être trop longue et principale. Voilà. Bon, très intéressant. Donc, cet alignement de la colonne vertébrale. Alors, j'en profite pour rebondir, Catherine, parce que sur ce que vous disiez tout à l'heure, parce que ça me touche particulièrement, l'alignement corps-corps-esprit, c'est un des fondements
ça fait partie des fondamentaux de la fabrique des leaders éclairés. Hein. Je crois qu'on avait échangé là-dessus, mais c'est vraiment ça. Merci de l'avoir rappelé qu'effectivement, il n'y a pas que pour fonctionner. Alors, aussi bien en tant qu'être humain, vous le disiez, d'être authentique, ça veut dire ne pas être la même personne parce qu'on est finalement la même personne, qu'on soit au travail ou qu'on soit à la maison. Et être authentique, ça fait du bien. Et puis, effectivement, pour les organisations, être aligné sur leurs valeurs. Et puis, sur moi, ce que j'appelle le corps, la tête et l'esprit, c'est-à-dire la direction, les managers et les collaborateurs. Donc ça, c'est effectivement ce qui est important. L'alignement et puis la circulation de la vie. Je vous le disais tout à l'heure, faire circuler la vie, c'est recréer du lien, c'est pouvoir vivre. Et c'est comme ça qu'une organisation, selon nous, peut être beaucoup plus performante parce qu'elle avance en même temps et parce qu'elle s'engage, si elle a cette colonne vertébrale alignée et en plus, si elle a cette vie qui circule. Voilà, je crois que les deux sont importants, à la fois la structure et la vie. Et merci d'avoir rappelé cet alignement et cette authenticité qu'on doit avoir. Alors, si je reviens justement à vous en tant que dirigeant, en fait, comment est-ce que, parce que c'était une question qui a été posée, c'est quoi, comment est-ce qu'on peut incarner ça en fait? Comment est-ce que vous êtes, tout à l'heure on disait, et je vous disais, je vous ai choisi parce que vous incarnez sur moi la leadership éclairée, leadership nouvelle génération. C'est quoi comme qualité et comme compétence qu'il faut avoir en fait, ou comme aptitude? Moi, j'ai plutôt l'habitude de parler d'aptitude quand on veut diriger et être complètement aligné. D'abord, merci de parler de nouvelle génération à 53 ans, ça m'amuse beaucoup. Moi, je ne crois pas qu'on puisse… comment dire, cette notion d'incarnation, elle me gêne un peu parce qu'elle me donne l'impression qu'on décide quelque chose et qu'on va le mettre en œuvre et ça va bien se passer comme une espèce de recette. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Et c'est pour ça que j'ai cette idée de responsabilité sociale du dirigeant et pas de l'entreprise. Je ne crois pas que ça soit possible sans qu'on soit, en tant que dirigeant, convaincu. Et c'est ce que vous appelez l'incarnation. Pour moi, c'est simplement le partage, en fait, de ce qu'on a comme conviction, comme engagement pris vis-à-vis du corps social pour parler de l'interne ou des partenaires ou des clients pour parler de l'externe. Donc voilà, c'est, je pense, voilà, vraiment quelque chose qui ne peut que provenir d'une réalité en fait. Hein. Voilà. Est-ce que vous me parliez tout à l'heure, si je reviens aux aptitudes, libérer la parole, c'est une volonté, mais vous m'aviez parlé quand on s'est rencontrés d'une capacité d'écoute. Moi, je me souviens d'une chose, d'une anecdote que vous m'avez dit, c'est quand je suis arrivée chez Harmonie Mutuelle, et pourtant vous êtes issu du milieu de la santé et des assurances, vous connaissez très très bien ce qui se passe, toutes les problématiques, tout ça, et vous avez fait un choix volontaire, c'est celui d'écouter. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi vous avez fait ça en fait? Et pourquoi vous n'avez pas essayé de calquer des choses qui existaient déjà avec votre expérience et pourquoi ce parti pris? Enfin, et comment vous êtes… C'est cette histoire d'ADN finalement que j'évoquais tout au début, c'est-à-dire que je ne crois pas que les organisations, pas plus que les personnes, ne puissent être mises dans des cases. Et donc, à partir de là, les recettes n'existent pas. Et si les recettes n'existent pas et qu'il faut préparer la recette, le plan stratégique, etc., pour une organisation donnée, comment faire autrement? C'est très pragmatique. Hein, comment faire autrement que se donner le temps de comprendre, en fait. Voilà. Et donc, c'est vraiment avec cette idée-là que j'ai pris effectivement ces responsabilités passées du temps. Avec le directeur général de l'époque à qui j'ai succédé, on a rencontré tous les salariés pendant un mois, hein, les 5000 salariés. On s'est beaucoup déplacé. Et pendant toute la première année, en fait, je me suis interdit d'avoir voilà, un plan qui soit fait tout de suite, etc. Et on a vraiment travaillé avec les cadres. Hein. On n'a pas vraiment pu impliquer les salariés à ce moment-là, en 2016. C'était trop compliqué. Mais pour le prochain plan stratégique 2022-2026, on va les impliquer. Voilà. Et finalement, tout ce travail
d'écoute pour refuser les recettes et trouver voilà, le chemin qu'on va vouloir parcourir ensemble. Ça crée beaucoup de force et beaucoup d'adhésion pour l'exécution ensuite. Donc, parce qu'on a des choses qui ne sont pas faciles à faire quand même. On est dans un environnement qui bouge, à la fois sur le plan concurrentiel, réglementaire, etc. On a des virages pas simples à prendre et donc on ne le fera pas malgré les salariés, on le fera avec eux. Là, je parle que des salariés, mais on a aussi des élus dans notre organisation et avec lesquels on a un peu le même genre de posture, on va dire. Très bien. Donc, effectivement, cette écoute, et c'est ce que vous m'aviez dit, et je me souviens que vous m'avez dit, oh, ça a été super dur pour moi, parce que d'habitude, je parle, mais là, il a fallu que j'écoute, et je me suis interdit, comme vous l'avez répété, de pouvoir justement calquer des choses, calquer des formules qui étaient déjà peut-être, qui étaient projectives, et plutôt d'être à l'écoute du terreau, en fait, du terrain. Et donc ça, je pense qu'effectivement, c'était déjà une première pierre, c'était une première aptitude, savoir écouter le terrain pour identifier les signaux faibles, pour pouvoir voilà, libérer la parole et faire en sorte que vous puissiez prendre des bonnes décisions aussi. D'accord. Alors, comment on écoute? Alors, on a parlé de sens, les valeurs. Donc, moi, ce que j'appelle leadership de sens. On a parlé effectivement de présence, l'écoute étant pour moi une des aptitudes de la présence du leadership, en fait, faire preuve de présence, d'ancrage dans le moment présent. Vous avez reparlé de ça tout à l'heure. Et donc, comment est-ce qu'on engage? Comment on utilise un peu la puissance d'engagement, en fait? Comment vous faites pour justement, dans un contexte de décentralisation, parce que pour pouvoir autant la puissance dans un contexte top-down avec un chef qui dit, comme vous disiez tout à l'heure, commande un contrôle, il exerce la puissance, autant comment est-ce qu'on peut engager des collaborateurs qui sont effectivement sur un terrain de jeu décentralisé? C'est quoi les facteurs clés de succès, en dehors de ceux qu'on a évoqués jusqu'à présent? Est-ce qu'il y en a d'autres? Je trouve la question un petit peu délicate. Je vais essayer peut-être de repartir de notre métier. On n'est pas une entreprise industrielle, on n'a pas de process de production. Voilà. Donc, la chose la plus importante pour nous, parce qu'on est une entreprise de service, je le disais tout à l'heure, c'est le capital confiance qu'on acquiert et qu'on conserve. Un client chez nous fidèle, c'est un client qui nous renouvelle sa confiance, comme je le disais tout à l'heure, qui nous crédite de tenir parole dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et cette confiance-là, il ne peut l'acquérir, le client, qu'en ayant des interactions positives avec les représentants de l'organisation auxquels il a affaire, c'est-à-dire soit nos commerciaux, soit nos gestionnaires, etc. Et donc, pour que ces interactions soient positives et que le cercle vertueux perdure, on a besoin, comme on l'a évoqué sur plusieurs dimensions, que les salariés connaissent la stratégie, sachent dans quelle direction on a envie d'aller et sachent quel est le niveau justement de promesses et d'engagement qu'on est à même de prendre ou qu'ils peuvent prendre eux de façon autonome. Donc il y a quelque chose autour de la clarté à la fois du projet mais également de l'activité elle-même, qui sont des éléments, je pense, complémentaires à tout ce qu'on a évoqué à l'instant. D'avoir une vision, déjà, qui soit claire, peut-être une raison d'être. Vous avez travaillé, on parle beaucoup de raison d'être, Catherine, en ce moment. Est-ce que ça, j'imagine que dans le travail que vous êtes en train de faire, ça fait partie des pierres fondamentales, la pierre angulaire de laquelle vous avez dû travailler pour devenir une entreprise à mission? Voilà, sur quoi vous avez démarré par rapport à ça? En fait, on en a déjà une parce que dans nos statuts, depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire, on est supposé mener des actions de prévoyance, de solidarité et d'entraide pour courir à l'amélioration des conditions de vie de nos adhérents. Donc, voilà, je résume un tout petit peu, mais c'est vraiment ça l'idée. Et donc, ça, c'est déjà une raison d'être, on va dire. Mais ce qu'on a fait dans
donc ce travail d'entreprise mutualiste à mission qui va se conclure au mois de juin, là, c'est de faire travailler collectivement à la fois à l'interne, les salariés, les élus, mais également à l'externe, les partenaires, les clients, les adhérents, les entreprises clientes, et d'actualiser, on va dire, cette raison d'être historique. Et bon, je veux pas dévoiler ce que sera cette raison d'être, puisque c'est un travail en cours et qui aboutira au mois de juin prochain. Mais je peux quand même partager le fait qu'on va bouger un petit peu autour de la question de l'individuel et du collectif, des interactions entre la situation individuelle et collective des personnes, donc les citoyens, la société, les salariés d'entreprise, etc. Enfin, on peut faire ces allers-retours dans beaucoup de dimensions, cette notion du collectif qu'on a évoquée. Et puis l'autre chose qui va, je pense, prendre beaucoup plus de place aussi, c'est la question de ce qu'est la santé et ce que sont les déterminants de santé. Si on prend, on l'a finalement évoqué aussi beaucoup dans notre discussion depuis ce matin. Donc, voilà. D'accord, ces éléments-là. Alors, comment avez-vous… J'ai une question d'Hélène de Saint-Fond qui me dit « Comment avez-vous choisi vos engagements pour obtenir ces statuts d'entreprise mutualiste à mission ?» Catherine, alors on parle beaucoup d'inclusion. Catherine, pouvez-vous s'il vous plaît présenter votre politique inclusion, les partenaires privés, publics, associatifs? Voilà les questions que j'ai. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles vous aimeriez répondre? Alors attendez, est-ce que j'ai d'autres questions? Peut-être je vais prendre ces deux-là pour commencer. Ouais, voilà. Sur les engagements dans le cadre de l'entreprise mutualiste à mission, on n'en est pas encore là. On est en train de finaliser à travers la consultation que j'évoquais à l'instant. On est en train de finaliser, de stabiliser cette raison d'être. Et à partir de là, pour chaque mot ou groupe de mots de la raison d'être, on va effectivement décliner des engagements dans l'activité concrète de l'entreprise, en fait. Donc ça, c'est une étape qui se profile pour nous dans 3 semaines ou 1 mois, quelque chose comme ça. Donc, mais c'est déductif, en fait. Voilà. En faisant le lien, on revient à ces idées de cohérence entre une raison d'être, une ambition à moyen long terme et une réalité concrète de ce qu'on délivre pour nos clients et nos salariés. Voilà. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'était autour de, j'ai oublié, des partenaires. Comment pouvez-vous présenter votre politique d'inclusion, et les partenaires privés, publics, associatifs que vous arrivez à mobiliser autour de cette question? D'accord. Donc la politique d'inclusion, elle a démarré avant que je n'arrive. On a une collègue qui est en charge de tout ce qui est diversité. Je crois que ça avait démarré par le sujet du handicap, mais c'est devenu un sujet de diversité plus globalement. Et notre conviction de la force du collectif, qu'on a partagé pas mal, elle s'est traduite par cette volonté d'inclusion, donc avec des partenariats sur les questions de handicap, justement. Avec, par exemple, Philippe Crozon ou Théo Curin, on a un certain nombre de partenariats dans le monde sportif. On a fait toujours avec cette idée de changer le regard sur les personnes un peu différentes, parce qu'on est tous un peu différents de son voisin, finalement. Et donc des partenariats sportifs, on a des partenariats plus institutionnels avec les caisses primaires d'assurance maladie ou les CARSAT ou ce genre de choses. On a des partenariats dans le monde de l'entreprise avec des partenaires qui vont se préoccuper avec nous d'inclusion, par exemple avec 60 000 rebonds, quand il y a un entrepreneur échoue, son projet échoue plutôt que lui, justement, comment il se met en situation d'un nouveau projet, qu'il soit entrepreneurial ou pas. On a des partenaires donc là, j'ai parlé de l'entreprise, j'ai parlé du handicap. On a des partenaires dans le monde de la solidarité. Donc là, c'est des questions d'inclusion pour les personnes qui ont moins de chances sur le plan, on va dire, économique et social. Donc voilà, on a une approche très ouverte au sens où on ne cherche pas à faire nous-mêmes, mais à trouver justement les bons
les bonnes expertises et les bons partenaires sur telle ou telle thématique qui nous est soumise dans notre métier et dans nos ambitions un peu plus sociétales. Merci Catherine. Alors, une question plus personnelle. Je crois qu'on est bientôt la journée de la femme et que moi, je suis accompagnée dans le projet du Forum des leaders éclairés par beaucoup d'associations et je les remercie beaucoup qui valorisent tout le travail de femmes et d'égalité et de parité entre hommes et femmes. Alors, j'ai une question justement qui m'est de Hélène de Saint-Front qui dit « Au vu du style de leadership que vous incarnez et défendez, est-ce qu'une femme est un atout ?» Est-ce qu'une femme est un atout? En tous les cas, j'ai jamais ressenti que le fait d'être une femme était un problème à titre personnel. Hein. Par contre, que ça le soit pour beaucoup de femmes, je le vois et je le sais. Donc, c'est un sujet vraiment délicat parce qu'aujourd'hui, on a, je pense, un petit risque qui se joue dans beaucoup de dimensions. Hein. Être une femme, être une personne noire, être une personne handicapée, etc. Cette idée finalement que dès lors qu'on a une caractéristique, on est assigné à cette caractéristique. Et les statistiques s'appliquant jamais à un individu, on ne peut jamais être assigné à une caractéristique parmi d'autres. Donc, je suis une femme, mais je suis également une ex-sportive qui s'intéresse beaucoup au haut niveau et ça me un nombre de réflexions et de convictions qu'on a partagées ce matin. Mais je suis aussi, voilà, pour une partie de ma vie dans une communauté de communes rurales, voilà. Enfin, on peut prendre un certain nombre de caractéristiques. Donc, non, je ne crois pas que le fait d'être une femme procure des avantages quelconques sur le leadership ou sur l'écoute ou ce genre de choses qu'on entend souvent. Je ne crois pas. Par contre, le fait d'être dans une minorité, quelle qu'elle soit, dans l'entreprise, amène un positionnement un peu particulier. Et donc, le fait d'être la seule femme parmi des hommes dans un certain nombre de réunions pendant une vingtaine d'années, etc. Mais ça pourrait être le cas, encore une fois. Moi, j'ai beaucoup discuté de ces sujets-là avec d'autres personnes qui appartenaient à d'autres styles de minorité. Et finalement, on avait exactement les mêmes réflexes et les mêmes réactions, etc. Donc, le fait de ne pas être dans la partie dominante, on va dire, procure voilà, à la fois des réflexions et peut-être une ouverture un peu supérieure. Par construction, j'ai envie de dire, puisqu'il faut bien trouver le chemin. Donc, voilà, mais pas femme, mais voilà, pas le fait d'être une femme en tant que telle, en tous les cas. D'accord, merci pour cet éclairage. Donc, j'ai une autre question. Avez-vous besoin d'avoir autour de vous un petit groupe de collaborateurs qui partagent les mêmes convictions? J'imagine qu'effectivement, ça fait partie des membres du CODIR et de votre petit groupe qui vous entoure, pour être la courroie d'entraînement pour l'ensemble du corps de l'entreprise. Je pense que ce qui est important de partager, ce sont les valeurs les plus, comment dire, fondamentales. Donc, la question du respect des personnes, enfin, voilà, un certain nombre de choses qui vont bien au-delà de l'entreprise, en fait. Hein. Donc, cette idée que je viens d'évoquer de refuser l'assignation, je viens de lire le livre de Tania de Montaigne, alors forcément, le terme d'assignation est ici. Donc, voilà, des choses fondamentales comme ça, le fait que chaque individu a toute sa valeur, quelle que soit son origine sociale, sa réalité de vie, etc., son origine, sa religion, etc., et qu'avec ça, on peut faire des choses bien. Donc ça, c'est des choses qu'il faut partager, je crois, hein, avec que ce soit le président ou le groupe de collègues les plus proches avec lesquels on va construire et incarner au premier chef le projet qu'on mène. Ça me semble évident. Par contre, si dans la question de partager les valeurs, il y a des choses plus concrètes de comment faire une transformation, par exemple, ou comment appréhender telle question stratégique, alors je pense qu'il ne faut surtout pas avoir des
des points de vue homogènes. C'est un peu ce que je développais tout à l'heure, donc je ne vais pas reprendre trop de temps là-dessus. Donc, effectivement, oui, il faut un petit groupe de collègues qui partagent les valeurs fondamentales et qui partagent des différences dans les approches. Et je crois aussi qu'il faut créer, c'est ce que je disais tout à l'heure, des liens directs. Voilà. On ne peut pas être uniquement dans l'intermédiation. Quand je fais le décompte pour ce qui concerne l'organisation que je dirige, par exemple avec les commerciaux qui sont en agence, j'ai ce chiffre-là en tête, il y a 6 niveaux hiérarchiques entre nous. Donc, s'il n'y a pas à certains moments des occasions de discussion, d'interaction directe, d'interpellation directe, etc., comment voulez-vous que les choses ne soient pas déformées? On est tous des filtres, hein, on met nos propres réalités, nos propres projections. Donc oui, le petit groupe qui va permettre autour de soi, mais aussi des contacts plus fréquents, enfin pas plus fréquents, mais des contacts avec d'autres fréquences et d'autres médias avec l'ensemble du corps social. Je ne conçois pas les choses autrement. En responsabilité de chacun, hein, c'est pas du tout pour le process de décision. C'est vraiment le process de décision. Oui, c'est vraiment le lien en fait. C'est vraiment pour s'assurer que ça redescend bien dans tous les membres de l'entreprise, en fait, que ça redescend plus, j'allais dire, à tous ces niveaux-là et que ça puisse infiltrer tout le corps de l'entreprise, en fait. C'est ça que vous dites, que ça ne reste pas la tête, mais que ça puisse infiltrer tout le corps. Si j'ai bien compris. Je crois vraiment qu'une entreprise qui réussit, c'est une entreprise qui a une stratégie claire et qui est forte dans l'exécution. Si l'un des deux a des failles, que ce soit l'un, de toute façon, c'est le mur. Donc, on ne peut pas ne pas faire la boucle de la réalité vécue et de la stratégie rêvée. Donc, à partir de là, c'est effectivement descendant, comme vous disiez, mais c'est également le bottom-up, c'est le cercle, en fait. Voilà. Et c'est ça, hein, faire circuler la vie, c'est de haut en bas et de bas en haut, comme vous le disiez. Très bien. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles vous aimeriez répondre? On a plutôt des réactions sur la diversité et le pinçage. Non, moi, j'avais une question plus personnelle, Catherine, parce que vous êtes anciennement, je viens d'entendre, vous êtes anciennement sportive de haut niveau, donc je comprends d'autant plus effectivement le corps, parce qu'il n'y a pas que le mental, hein. Il faut que tout suive quand on fait du sport de haut niveau. Comment vous faites pour être toujours aligné avec ce que vous êtes et comment vous faites pour que votre boussole, enfin c'est quoi votre boussole intérieure qui vous permette, vous parlez beaucoup de cohérence et ça c'est quelque chose qui me parle beaucoup Catherine, mais comment vous faites pour être sûr que vous êtes toujours cohérente en fait dans les prises de décision que vous faites par rapport à vos convictions et par rapport à vos valeurs? C'est quoi votre boussole en fait? Comment vous faites? Voilà, c'est quoi votre boussole ou comment vous faites pour vous dire quand vous prenez une décision, c'est quoi qui fait autorité? En fait, j'essaie, avec les années qui ont passé, j'essaie d'être de plus en plus claire avec moi-même hein, sur ce que je cherche vraiment, in fine, et qui est évidemment souhaitable pour l'entreprise. Et du coup, les décisions importantes, on dit souvent il faut convoquer le projet. Donc, est-ce que la décision qu'on est en train de prendre est cohérente? Est-ce qu'elle améliore les différents objectifs qu'on s'est assignés en termes justement de collectif humain, etc. ou pas? Enfin voilà, c'est je pense comment dire le refus de réagir et de prendre beaucoup de petites décisions et essayer de remonter uniquement les décisions stratégiques au niveau de la direction générale qui méritent d'être confrontées à justement la cohérence avec le projet profond qu'on poursuit. Je pense que c'est ça finalement qui voilà et la façon de prendre les décisions. Donc refuser de prendre celles qui peuvent être prises par d'autres personnes et essayer de se concentrer sur celles qui méritent une discussion, une confrontation et puis un choix, quoi. Voilà. D'accord.
Oui, intéressant, effectivement. Revenir à sa place, en fait, c'est ça que vous dites. Vraiment être sûr d'être à sa place pour ne pas prendre les bonnes décisions et celles qui vous incombent, celles pour lesquelles vous avez autorité. Donc, très intéressant. Ah oui, on n'a pas parlé, on a parlé de confiance, on n'a pas parlé de bienveillance. On m'a dit, celle-ci est indispensable pour libérer la parole. Quelle initiative avez-vous pris pour cultiver cette bienveillance? Si vous avez dû en prendre, est-ce que ça fait partie peut-être de l'ADN et des valeurs? Ça, c'est pareil, bienveillance, c'est un terme qui me gêne parce que ça fait partie d'un vocabulaire un peu convenu. On se balade avec quelques mots comme ça et puis on a l'impression d'avoir fait son. Donc, mais je vais quand même essayer de répondre. J'essaie vraiment, de façon extrêmement sincère, d'installer le respect absolu des personnes et le respect absolu de leurs convictions et l'idée que tout a toujours une rationalité, c'est-à-dire si on a un point de vue différent, une incompréhension, etc., il y a forcément une explication. Donc essayer de remonter à la source et de comprendre et de dérouler une logique. Voilà, donc je pense, j'ai vu dans une des questions précédentes qu'il y avait une question autour du temps, et ça me semble assez fondamental. On ne peut pas, me semble-t-il, comment dire, avoir cette exigence qu'on vient d'évoquer et sur laquelle on a discuté depuis le début de la matinale sans se donner du temps et de l'écoute. Donc voilà, après ça prend un certain nombre de formes individuelles, collectives, etc. Mais c'est surtout le fait de l'autoriser, de l'encourager et ensuite que chacun sache comment l'amplifier effectivement à tous les endroits. Alors après, j'ai vu qu'il y avait une autre question sur comment on explique qu'il y a encore des situations toxiques. Effectivement, j'ai dit au début de l'échange, on n'est absolument pas une entreprise parfaite dans un monde parfait. On a des tas de problèmes et de complexités à régler. Et je pense que c'est le propre de tous les groupes humains. Ça sera jamais parfait, sans défaut, etc. Parce que ça, c'est pas la vie, effectivement. Donc, pourquoi ça existe encore et pourquoi on n'arrive pas à détecter suffisamment tôt, etc., etc. Je pense qu'on a encore beaucoup de travail, tout simplement. On est encore loin. Et je trouve qu'il y a moi, j'apprécie beaucoup l'humilité que vous y mettez, justement, de reconnaître ça. On n'est pas parfait. Et justement, il faut accepter que nos entreprises, enfin, nos organisations ne sont pas parfaites. En fait. L'objectif, ce n'est pas d'être parfait. C'est justement de travailler sur un équilibre et voilà, et en accueillant et en se disant, ben voilà, il se peut qu'on soit imparfait. C'est déjà bien de le reconnaître. Donc, ça fait partie des valeurs aussi, je crois, cette reconnaissance. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai des questions un peu plus sur le… Est-ce que vous voulez piquer quelque chose sur Emmanuel Faber? Oui, c'est ça. J'osais pas vous la poser, alors vous la prenez si vous voulez, mais… Oui, puis elle est reprise là, donc je pense qu'il faut que j'essaie de donner mon point de vue là-dessus. On a eu l'occasion, quand on a réfléchi à l'idée d'aller ou pas vers le statut d'entreprise mutualiste à mission, les conséquences de la loi Pacte, etc. On a eu l'occasion d'échanger avec Emmanuel Faber. Il est venu nous rencontrer. Il a consacré un peu de temps à un échange qui était un échange tout à fait passionnant. Et effectivement, l'une des grandes questions qu'on s'est posées, qu'on lui a posées, c'est cette compatibilité entre les objectifs économiques et les objectifs sociaux dans une forme d'entreprise qui est la sienne, entreprise cotée. Et effectivement, c'est une contrainte que nous n'avons pas et qui fait que cette tension est moins forte chez nous. On assure l'avenir économique de l'entreprise, mais on n'est absolument pas en situation de devoir
produire le maximum de rentabilité. Donc, moi, j'ai l'impression qu'une des choses qui s'est passée dans la période récente qui a produit une cassure, c'est le plan social qui a été annoncé à l'automne, les 2000 licenciements qui ont été annoncés et qui a créé une espèce d'incohérence, effectivement, qui derrière a déclenché un certain nombre de réactions, me semble-t-il. Après, il y a un autre sujet qui est celui des fonds activistes. Voilà, on ne partage effectivement pas tout à fait les mêmes convictions. Et ce qui me frappe dans cette histoire, c'est que finalement, l'un des deux fonds qui a obtenu la dissociation des pouvoirs, je crois, à 3% des intérêts ou quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le process de décision entre les administrateurs, plutôt entre les actionnaires, qui fait que, voilà, avec 3% des voix, on peut obtenir une décision aussi importante. Donc, finalement, est-ce que le sujet est vraiment autour de la contradiction entre société cotée, société à mission, enfin intérêt général, etc., ou est-ce que le sujet est pas d'une autre nature dans la façon dont l'actionnariat, la gouvernance, dont la gouvernance s'exerce, etc. Enfin voilà, je pense qu'on n'a pas fini de réfléchir là-dessus. Après, sur le fond, moi, je suis adepte des gouvernances duales. Je pense que la dissociation présidence-direction générale est une très bonne chose et que dissocier l'exécution et le contrôle stratégique est une bonne chose. Donc, voilà. Est-ce que finalement, c'est la fin de l'histoire pour Danone de cette logique d'entreprise à mission ou pas? Enfin, oui, d'entreprise à mission, pas forcément. Pas forcément. Voilà, on a vraiment les deux sujets là, qui se mélangent et qui font un petit télescopage, me semble-t-il, dans l'analyse qui est portée en ce moment. Donc, attendons quelques semaines et puis on pourra peut-être se repartager un point de vue là-dessus à ce moment-là. Bon, ça me parle parce que le prochain atelier du think tank qu'on mène, il va être sur la gouvernance. Donc, vous voyez, ça nous ouvre et c'est un vrai sujet, hein, vous avez raison, et c'est ce que je me posais aussi en disant quelle gouvernance il faut si on veut avoir des entreprises à mission. Est-ce que c'est réservé aux gouvernances enfin voilà, est-ce qu'il y a des gouvernances qui vont créer des types d'entreprises ou est-ce qu'il y en a d'autres qui justement le permettront pas? Et c'est des vrais sujets. Hein, je pense qu'il faut avoir une réflexion au-delà, effectivement, de se dire à mission ou pas à mission, qui pour moi est quand même un peu inscrit dans le sens de l'histoire, hein, d'avoir une responsabilité au-delà de celle de l'entreprise, puisqu'on a vu la loi Pacte. Enfin, en tout cas, il y a une vraie volonté. Et puis je pense que le terrain, les collaborateurs, enfin les gens, les attentes sont là. Maintenant, oui, il faut adapter les attentes, aligner les attentes à la gouvernance. C'est peut-être ça aussi qu'il faut imaginer comme de mettre en œuvre plus particulièrement. Et merci d'avoir recadré le vrai débat. Il se trouve, je pense, effectivement à ce niveau-là. Donc voilà. Mais attendons, ouais, on verra comment ça va se passer. Très bien. Je pense quand même qu'il y a un mouvement de fond qui, enfin, je veux le croire, hein, un mouvement de fond qui va nous emmener vers un capitalisme plus responsable, je crois vraiment. Je crois qu'on partage les mêmes convictions. J'en suis sûre. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses? La bienveillance, c'est de veiller sur les autres. Il y a des définitions, la capacité dirigeante que portent des valeurs communes à s'appuyer sur les éléments positifs encore et toujours, et d'avancer pas à pas vers une exceptionnelle conviction. Ouais, on nous dit, j'espère que les entreprises qui aujourd'hui s'inscrivent dans une démarche d'entreprise à mission seront un soutien direct à l'orientation souhaitée par Emmanuel Faber. Donc, effectivement, les gens portent ce sujet et la crainte, c'est peut-être que effectivement, ça soit remis en question, que cet élément soit remis en question. Ok. Est-ce qu'il y a, on va arriver à la clôture de cette matinale, Catherine. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter qui vous tient à cœur par rapport à ce message-là, au leadership, ou adressé à tous les dirigeants qui voudraient prendre cette voie-là, par exemple? Est-ce que et qui voudraient à la fois incarner leurs convictions et à la fois arriver vers l'entreprise à mission, qui voudraient engager leur entreprise? Qu'est-ce que ce serait quoi le message que vous auriez à leur donner? Comme je disais tout à l'heure, que j'aime pas cette idée de recette, de conseil, On est bien etc. d'accord.
c'est vraiment un cheminement voilà, personnel et collectif. C'est une histoire particulière. Voilà. Ce que je pense, c'est qu'il faut regarder les jeunes générations. Il faut regarder comment le monde évolue autour de nous. Et quand on, enfin, je ne sais pas si vous avez vu le dernier sondage du CEVIFOP, vous savez, l'état de confiance en France qui sort une fois par an, là, qui est sorti il y a une dizaine de jours. Quand on essaie de se demander ce qu'on peut faire en tant que dirigeant pour que notre pays aille un petit peu mieux et que les gens qui y vivent surtout vivent un peu mieux ensemble, voilà, ça oblige à se poser un certain nombre de questions sur son action en tant que dirigeant et ensuite à chacun de trouver voilà, ses propres réponses. Mais je pense que on n'a pas le droit de ne pas faire quelque chose de la chance qu'on a quand on est dans nos situations, en fait. Donc, voilà. Mais je ne peux pas donner de conseils. C'est super, en fait. Merci, Catherine, parce que vous venez de dire quelque chose qui est très bien, et que je partage vraiment, c'est que c'est un cheminement. C'est un cheminement personnel, et merci de ne pas donner de recettes, en fait. Merci de dire que c'est un cheminement personnel et collectif, en fait, puisque c'est ça le principe, et qu'il n'y a pas de recette. Ça ne m'aurait pas rassuré si vous m'aviez dit ça se fait en 10 points, le 1, le 2, le 3, le 4. Et donc, voilà, c'est le cheminement que toute entreprise doit faire, que tout entrepreneur doit faire pour pouvoir justement rassembler, être aligné avec ses valeurs, les diffuser dans l'entreprise, être engageant et les incarner dans son leadership et voilà, et puis faire en sorte que l'entreprise devienne aussi, suive aussi sa trajectoire et son chemin aussi. Donc, merci pour cette belle conclusion, en fait, qu'il n'y a pas de recette miracle. Merci beaucoup, Catherine Touvray, pour ce moment et ce témoignage vraiment authentique que vous nous avez fait avec le cœur, hein, donc avec l'esprit aussi, et puis avec votre corps en étant, si on n'est pas en présentiel, mais en étant vraiment en présence, on vous sent réellement en présence et à l'écoute. Et puis, je remercie toutes les personnes qui ont assisté avec nous, qui ont interagi. On voit que ce sujet est vraiment porte à cœur aussi. Donc, merci beaucoup à vous tous. Je vous rappelle la chose suivante, c'est que simplement notre prochaine étape, notre prochaine rencontre avec la prochaine matinale aura lieu le 12 avril avec Florent Mengo qui est le président de Michelin, qui nous parlera effectivement, lui, de comment est-ce que, quels sont le modèle de leadership qu'il a choisi, qui s'appelle iCare de Michelin, comment est-ce qu'ils l'ont diffusé et comment est-ce qu'ils l'incarnent à tout niveau de l'entreprise. Comment est-ce que, c'est pas un sujet qu'on a abordé, Catherine, mais comment est-ce qu'effectivement, le leadership est partout. Comment on fait pour diffuser du leadership partout dans l'entreprise. Donc là, voilà, on sera plutôt sur ces sujets-là et faire en sorte qu'on puisse transformer. Donc, merci à vous toutes et à vous tous. Merci beaucoup, Catherine, pour avoir accepté cette invitation et avec beaucoup de cœur, beaucoup d'humilité. Et puis, voilà, et merci d'incarner le leadership éclairé, nouvelle génération. Écoutez, merci à vous, Muriel, de ce bon moment. Et puis, merci à tous les participants en souhaitant voilà, que vous ayez passé un bon moment et puis surtout que vous repartiez avec des questions parce que je pense qu'une réunion réussie, c'est quand on repart avec des bonnes questions. Donc, si j'ai réussi à faire ça, je suis contente. Super, Catherine. Alors, un petit message d'humour, si vous le voyez, tous, parce que qui nous accompagne, donc Sophie Jensen, qui est illustratrice et qui a beaucoup d'humour. En fait, je lui demande, et elle s'est proposée justement d'illustrer à la fin de nos matinales ce qu'elle a retenu de tout ce qu'il en ça. Et ce qu'elle a retenu, c'est le dessin qui apparaît à votre écran. Et je trouve qu'effectivement, l'humour. En cette période d'examen, ça nous parle beaucoup. Merci à vous tous. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. À très, très bientôt. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.